Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, très cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs, alors j'ai plusieurs problèmes. Je vais les partager avec vous. Déjà, j'ai un problème parce que j'ai toute une liste de personnalités qui sont présentes, je pense, pour partie dans cette salle, mais j'en suis pas absolument certaine. Et je voudrais pas commettre d'impair. Et donc, je voudrais suggérer peut-être que pour les 61 ans, l'année prochaine, tout le monde adopte l'élégance d'Olivier Dauvers pour que je sois en mesure de vous repérer. Donc, mettez des vestes en léopard et des chemises qu'on voit, parce que dans cette assemblée, je ne doute pas qu'il doit y avoir quelque part Jérôme Sadier, le président de ESS France, mais s'il n'est pas encore là, de toute façon, il sera là dans quelques instants. Jérôme Sadier, avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis des années et de collaborer au service de l'économie sociale et solidaire en France. J'ai aussi le plaisir d'avoir croisé un de nos plus grands cuisiniers, mais je dirais aujourd'hui surtout, un des plus grands représentants, un des plus grands ambassadeurs du savoir-faire et de la cuisine et de la restauration et de l'hôtellerie française au sein de l'UMIH, bien évidemment très cher Thierry Marx. Je ne sais pas s'ils sont là, alors pardonnez-moi, parce que ceux que je ne vais pas citer vont râler, et ceux que je vais citer qui ne sont pas là ne l'entendront pas, donc on ne va pas y arriver. Je voudrais quand même remercier Thierry Cotillard pour le groupe Les Mousquetaires, Dominique Schelcher pour Système U, Agnès Pécoul du groupe Alcor, Alain Di Crescenzo, évidemment, le président des chambres de commerce et d'industrie de France. Et donc, c'est le moment pas le plus sympa, où je m'excuse de ne pas pouvoir citer tout le monde, et où j'espère que les absents que j'ai cités sauront que je les ai cités. On n'est pas encore au point côté protocole en démarrage de discours, mais en même temps, c'est pas le cœur du discours, le protocole. Le cœur du discours, d'abord, c'est merci. Bien sûr, merci de m'avoir convié. Merci d'avoir choisi une femme aussi inspirante qu'Églantine Émeillé pour accompagner cette journée. Et merci surtout d'être et de faire et de porter toute la valeur ajoutée que vous créez et que vous portez depuis des décennies dans notre pays. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est un 60e anniversaire, c'est un bel âge, un anniversaire joyeux que nous fêtons aujourd'hui. La joie est assez rare, donc je suggère qu'on ne s'en prive pas. Joyeux parce que pour préparer mon intervention, je suis retombé ou j'ai ressorti les annales de géographie de septembre-octobre 1988 de Jean Soumagne, que vous connaissez évidemment, maître de conférence à l'université de Poitiers, et qui s'intitulait, ça c'est pour nos jeunes talents, le commerce coopératif en France, du progrès à la crise. Il indiquait notamment qu'en 1985, le poids économique des groupements et des coopératives s'élevait dans le commerce de détail à peu près 9%. Je vous passe le reste du propos qui était à l'avenant entre l'assise économique qualifiée de très moyenne, la crise sévère, la situation très difficile, l'insuffisante modernisation ou encore la concurrence exacerbée par le marasme économique. Tous ces concepts étaient très clairement évoqués dans ce document. À l'heure où nous nous parlons, le commerce coopératif, ça n'est plus à peu près 9%, c'est un peu plus de 30% du commerce de détail, avec une centaine de réseaux, vos réseaux, structurés dans nos territoires autour de plus de 32 000 entrepreneurs coalisés, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel impressionnant de 176 milliards et qui emploie plus de 600 000 salariés. La croissance annuelle est en moyenne supérieure, très clairement supérieure à celle du commerce de détail en général. Vous faisiez face à une situation pas évidente, voire difficile. Vous avez refusé la fatalité, vous avez consolidé votre modèle, vous avez redressé la barre, vous êtes un exemple de capacité d'adaptation aux contraintes économiques, mais aussi de résilience économique. J'en retire une conclusion
le commerce coopératif fonctionne et fonctionne bien. Il est très compétitif parce que vous alliez quelque part le meilleur des deux mondes. Grâce à votre organisation très spécifique en réseau, vous regroupez vos achats, mutualisez de nombreux investissements et vous parvenez à performer parce que vous restez maître chez vous. Chaque magasin ou presque a son propre chef d'entreprise et ça peut tout changer. Moins d'inertie, plus d'agilité, plus de rapidité dans la prise de décision, plus de proximité. Et ça marche. Il y a 1 an, j'ai présenté une première feuille de route pour le commerce avec 3 premiers chantiers. La création du Conseil national du commerce, je vais y revenir, le commerce rural et la transformation des zones commerciales. Vous êtes impliqués dans chacun d'entre eux et je veux vous en remercier. D'abord, le Conseil national du commerce, le CNC. Ça fait quelques années, d'abord, que les commerçants et leurs organisations représentatives avaient été mobilisés au sein des assises du commerce pendant des mois et des mois pour établir des propositions. Et il m'a semblé de façon assez simple mais lucide qu'il était de bon aloi et qu'il était aussi une marque de respect quand on réunit des organisations professionnelles pendant des mois, d'avoir la décence d'écouter leurs recommandations. Première des recommandations parmi lesquelles figurait la création du Conseil national du commerce. Ça faisait un moment que les acteurs commerçants réclamaient d'avoir en gros l'équivalent d'un Conseil national de l'industrie. En 6 mois, nous l'avons fait. Le commerce a enfin un lieu dans lequel les organisations, les entreprises peuvent dialoguer, construire ensemble des politiques publiques qui vous concernent, parfois les améliorer, voire les faire évoluer, le tout avec les ministres, les ministères et leurs administrations centrales, avec les chambres consulaires, avec les associations d'élus locaux, au premier rang desquelles, évidemment, les régions et les villes de France. Je tiens très sincèrement à remercier l'engagement de la Fédération du commerce associé et la qualité de votre travail au sein du Conseil national du commerce. D'abord, vous êtes des acteurs rigoureux, engagés, essentiels, et vous avez engagé un nombre remarquable de travaux au sein de ce CNC. Vous êtes présents au sein de différents groupes de travail, et plus que présents, vous êtes actifs, que ce soit les travaux sur les zones à faible émission, que ce soit le décret tertiaire, que ce soit les mesures de simplification du bail commercial, votre implication est remarquable. J'avais ensuite annoncé ma préoccupation au sujet du commerce rural. Et j'ai donc lancé en mars dernier, avec un budget de 12 millions d'euros pour cette année, le programme de reconquête du commerce rural. Programme que la Première ministre a décidé au sein du plan ruralité de pérenniser sur 3 ans, c'est important. Les 12 millions d'euros seront donc alloués, cette année bien sûr, mais dans les 2 prochaines années aussi, 36 millions d'euros au service de la réimplantation du commerce en ruralité. Nous accompagnons la création, la transformation, parfois la réhabilitation de commerces dans les villages qui n'en ont plus ou presque plus. C'est un programme, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais d'abord dans lequel je me suis beaucoup impliqué et donc par construction qui me ressemble un peu. Donc c'est un programme qui est simple, c'est un programme qui est assez réactif. Vous voyez, en 6 mois, on a réussi à sortir déjà 2 vagues de lauréats, à peu près 180 commerces au moment où je vous parle sont dotés d'un accompagnement financier de l'État, 180 commerces dont la plupart sont en ce moment même en train de se moderniser et de réouvrir. Certains ont déjà réouvert pour partie des commerces de l'économie d'ailleurs sociale et solidaire, comme quoi les modèles s'hybrident et se croisent. Et quand je vous dis 180 projets lauréats, le plus intéressant dans ça, c'est qu'en réalité, ça va permettre à 101 000 de nos concitoyens de voir revenir dans leur bourg, leur centre-ville, leur centre-bourg et leur village, des commerces à taille humaine
et ce, dès les mois dans lesquels nous sommes. On va continuer de façon très pragmatique, au fil de l'eau, à annoncer des lauréats. J'en profite, j'en parle toujours, parce que seul, je ne peux rien faire. N'hésitez pas à faire connaître ce programme commerce rural. Il est périn sur 3 ans. Il n'a qu'une seule velléité, accompagner les porteurs de projets, qui peuvent même être des élus locaux, des maires, mais aussi des associations, dans la réhabilitation ou l'achat des murs de commerce dans des communes où il y a plus ou presque plus de commerce. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de conditions technocratiques du type il faut absolument qu'il n'y ait plus du tout de commerce dans la commune pour pouvoir en accueillir un. Vous pouvez encore avoir une boulangerie et on ouvre une épicerie solidaire. On peut avoir une épicerie solidaire et on décide d'ouvrir un commerce de boucherie ou de traiteur. Donc c'est un programme qui est assez souple, qui est très pragmatique, qui n'est pas très compliqué, et sur lequel j'y tiens aussi, parce que je sais que les acteurs du commerce y tiennent et ils ont raison, sur lequel on accompagne aussi un peu en ingénierie, parce que je sais que pour un certain nombre de porteurs de projets, notamment dans des toutes petites bourgades de 300, 400 habitants, c'est pas toujours le métier de chacun que de remplir des dossiers, même pas compliqués, pour acheter des murs ou bâtir un commerce itinérant. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir une enveloppe qui accompagne le porteur de projet pour bâtir l'ingénierie de son projet commercial. Le programme fonctionne bien. C'est un programme dont j'ai bien conscience qu'il ne suffit pas de le lancer pour qu'il marche. Et comme j'ai passé un peu de temps à la commission des finances, je trouve qu'il n'y a rien de plus détestable que d'engager des politiques publiques et puis d'avoir des ruptures de charge ensuite, parce que quand vous mettez du financement sur 1 an mais que c'est pas périn sur 2 ou 3, en réalité l'effort fait en année 1 s'essouffle très vite. Et puis sachez que j'ai en tête le fait que le plus dur n'est pas toujours de réouvrir un commerce, même si ça n'était pas si facile. Le plus dur, c'est de le faire vivre. Et donc sachez que je travaille d'ores et déjà, pour l'instant en chambre, comme on dit, pour que l'an prochain, on puisse être aussi force de proposition pour accompagner le développement économique de ces commerces en ruralité. C'est pas si facile de garantir un chiffre d'affaires permettant à un petit commerce rural de survivre. Et donc nous travaillons d'ores et déjà avec un certain nombre d'acteurs à la possible diversification qu'on pourrait proposer aussi à ces petits commerces en ruralité pour leur permettre d'avoir une sorte de niveau garanti de chiffre d'affaires et que la joie de l'ouverture ne soit pas couronnée 1 an après par la tristesse de la fermeture. Donc j'ai bien en tête le fait que le plus dur n'est pas toujours d'ouvrir, mais de pérenniser un commerce rural. J'en profite à la jeunesse parce que j'ai quelques jeunes, comme on dit. C'est là qu'on voit qu'on est vieux quand on dit les jeunes. J'ai quelques jeunes dans mon cabinet. La meilleure façon de préserver un commerce tout court, mais notamment dans des zones où il y a moins de commerce, dans des zones rurales, mais globalement c'est valable pour tout type de commerce, c'est quand même d'encourager nos concitoyens à aller y acheter leurs denrées du quotidien. Dans une époque révolue, il y avait une grande campagne assez intéressante qui disait vos emplettes sont nos emplois. Nos emplettes sont notre avenir commercial. Et donc, si on rouvre dans les villages, dans les villes, des commerces, si c'est pour que, en termes de consommation, on ne soit pas au rendez-vous, le politique n'est pas magicien et on n'y arrivera pas. Donc c'est aussi un engagement citoyen, à chaque fois qu'on a une démarche d'achat alimentaire ou non alimentaire d'ailleurs, ne pas oublier que nos courses, nos emplettes, bien sûr, sont les emplois du commerce, mais sont aussi la garantie de la préservation du tissu commercial dans notre pays. Il est des évidences qu'il est de bonne loi de rappeler parfois. J'ai également lancé, au-delà du commerce rural, avec le ministre Béchu, un programme très important, parce qu'à mon sens, c'est un programme économique, c'est un programme environnemental, mais c'est aussi un programme esthétique, un programme de transformation des zones commerciales. Les zones commerciales, c'est pareil, je me tourne vers l'avenir, même si l'avenir est partout, je vous rassure. Mais on oublie souvent, notamment ici, à Paris, et je le dis en parisienne, on oublie souvent, trop souvent, que 72% des courses du quotidien, des achats de nos concitoyens sont faits dans des zones d'activité commerciale. Alors certains, je précise, ça n'est donc pas moi, qualifient cette France de
pas joli ou de moche, pour être plus direct. Je laisse chacun à son art, les commentateurs aux commentaires. Moi, je ne suis pas commentatrice. Je ne sais pas si elle est belle ou moche, et d'ailleurs, on s'en fiche un peu de savoir si je la trouve belle ou moche, cette France. Ce qui compte, c'est que dans cette France, vous avez encore plus de 70% des courses qui sont faites de façon hebdomadaire par nos concitoyens français. Et la réalité, c'est que ces zones commerciales, contrairement à la Fédération du commerce associé, si elles ont à peu près le même âge, une soixantaine d'années, pour certaines, elles sont bien moins fringantes que la Fédération du commerce associé. Et pour 10% d'entre elles, elles sont même en, le mot est moche, mais en décrépitude. Et il est important qu'on s'y attelle parce que c'est aussi un sujet de qualité de vie. Et quand on a une zone d'activité commerciale qui ressemble en vrai beaucoup plus à une zone qu'à un lieu où il y a de l'activité commerciale, quand on y voit de la vacance commerciale augmentée, des magasins fermés, des grands parkings un peu vides, bah, ça ne donne pas le moral. Et c'est vrai que nos concitoyens sont en droit de se dire que peut-être qu'en termes de politique publique, avec les élus locaux, on pourrait penser à la zone d'activité commerciale, non pas des 50 dernières années ou des 60, mais des 50 ou 60 prochaines années. Or, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles réglementations, beaucoup de virages à prendre, beaucoup de défis à le relever. J'ai cité le décret tertiaire, par exemple, au sein duquel vous travaillez beaucoup, avec le CNC. Et donc on a lancé un programme ambitieux doté d'un peu plus de 20 millions d'euros, non pas pour transformer 20 zones d'activité commerciale dans notre pays avec 20 millions d'euros. On n'est pas naïf, on sait que ça coûte bien plus d'argent. Mais c'est important que vous sachiez que l'État va amorcer la pompe et j'annoncerai dès le mois de janvier les lauréats. Je ne vous cache pas que c'est difficile de choisir parce que le programme est victime de son succès, ce qui est une bonne nouvelle. On a plus de 100 dossiers au moment où je vous parle qui sont aujourd'hui candidats pour être accompagnés financièrement par l'État et pour que l'État puisse impulser au moins le financement des études de préfiguration de la transformation de ces zones d'activité commerciale qui coûtent parfois quelques centaines de milliers d'euros, ce qui coûte cher à des collectivités locales, pour qu'au moins on puisse se projeter sur ce que pourraient devenir et être les zones d'activité commerciale de son environnement dans les années qui viennent. C'est un programme qui est lancé. C'est un programme dont j'annoncerai avec Christophe Béchu les premiers lauréats dès le mois de janvier. Nous avons à cet endroit, et vous le savez, au sein du projet de loi réindustrialisation verte, on a modifié le code de l'urbanisme, le code de commerce, pour ceux que ça intéresse à l'article 11, pour pouvoir simplifier, accélérer et sécuriser ces grands projets de transformation. C'est intéressant au plan politique de voir qu'on peut mettre en fait de la simplification partout. Et c'est ce que j'ai porté au sein du projet de loi réindustrialisation verte. Vous avez 3 simplifications très concrètes, code du commerce, code de l'urbanisme, pour accélérer et faciliter la vie des élus locaux qui veulent enclencher la transformation de leur zone d'activité commerciale. On a donc lancé cet appel à manifestation d'intérêt. Nous avons une équipe totalement rattachée et dédiée au ministère pour accompagner les porteurs de projets. Les candidatures sont encore ouvertes, mais je vous l'ai dit, on a déjà plus d'une centaine d'agglomérations candidates. Et ça n'est donc pas en janvier, parce que mon équipe a accéléré, ils sont très forts. Nous annoncerons les premiers territoires le mois prochain, avant l'arrivée du Père Noël. Et dès le mois de janvier, on va pouvoir enclencher des travaux de préfiguration. Au-delà de cette feuille de route, au-delà du Conseil national du commerce qui était absolument indispensable, au-delà du commerce rural qui est une politique pérenne, au-delà de la transformation des zones d'activité commerciale, je sais qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous êtes mobilisés, des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement, par exemple, un enjeu absolument majeur pour notre transition écologique et notre souveraineté. Voilà typiquement à quoi sert le CNC. Et nous aurons, à la fin du mois de novembre, une prochaine édition du Conseil national du commerce qui sera entièrement dédiée à ces enjeux de transition, bien sûr écologique, mais pour partie industrielle et commerciale, en présence de mon collègue Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui sera présent au Conseil national du commerce à mes côtés, mais aussi de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui sera aussi
à mes côtés, notamment pour qu'on puisse parler du sujet que je viens de vous citer et du défi des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement. Pour terminer, une adresse aux jeunes que nous sommes tous. Ce grand mouvement de transition environnementale revêt une importance particulière pour vous, mais je vous dirais pas que pour vous d'ailleurs, pour nous aussi. Je veux quand même remercier la FCA des tables rondes et de la parole au-delà des tables rondes qui vous est laissée aujourd'hui, avec notamment cette table ronde « La jeunesse parle au commerce », dont je demande instamment à mon équipe d'écouter attentivement parce que j'aimerais avoir les conclusions précises de cette table ronde. On aurait pu aussi pu tenter le commerce par la jeunesse. Hein, c'est une... On va tenter aussi, il y aura un peu de... voilà, mais ce débat-là aussi m'intéresse beaucoup. Tocqueville le disait mieux que moi et ce sera ma phrase de fin. Chaque génération est un peuple nouveau. Et je ne doute pas que nous fêterons les 70, les 80, les 90 ans, voire plus, dans de très bonnes dispositions. Vos formations se solident, le savoir-faire en matière de formation en France est bon, nos acteurs sont robustes, ambitieux, visionnaires. Vous avez choisi donc une formation d'avenir et je pense très important qu'on vous écoute et qu'on vous laisse la parole pour mieux appréhender ce que sera le commerce demain. Je veux à nouveau remercier la Fédération du commerce associé et vous dire peut-être que plus que jamais, la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, de la consommation, des professions libérales, des indépendants et de l'économie sociale et solidaire est très heureuse et fière de vous retrouver. Merci infiniment pour l'engagement et je dirais aussi pour votre ADN et votre marque de fabrique. Vous êtes parfois aussi discret qu'engagé et aussi efficace et performant qu'une ministre parfois a le doux rêve que la FCA se démultiplie et soit présente dans tous les secteurs de l'économie. Ça me faciliterait la vie. Je vous remercie et passez une très belle journée.